va commencer. Je ne sais pas si c'est bon pour le son. C'est bon? Alors, j'aimerais vous raconter un truc qui m'est arrivé hier, et je vous jure que c'est vrai. Hier, j'étais dans le TGV, je venais de Toulouse, et le train s'arrête pendant plusieurs minutes sur les voies, et le conducteur nous dit « Bon, il y a un problème, on va repartir bientôt, on va avoir du retard, je ne sais pas de combien, mais je vous le dirai tout à l'heure. » Et au bout d'un moment, je reçois des SMS de la SNCF. Et je reçois ça. J'en reçois plusieurs. Mais quasiment, et les deux derniers en même temps. Hein. Donc ils me disent, bah, tu vas avoir un retard de 20 minutes, un retard de 30, un retard de 15, un retard de 30. Et je vous jure que c'est vrai. Hein. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils se fichent de moi ou pas? J'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, ces mecs-là étaient des génies. En fait, ils font du poker planning pour estimer le retard de leur TGV. Donc je leur ai demandé, bah, c'est cool, mais vous pouvez demander à celui qui a estimé à 15 et celui qui a estimé à 30 de parler ensemble, parce que j'aimerais savoir quand est-ce que j'y arrive, quoi. Et au final, bah, mon train était prévu à 18h53, je suis arrivé à 19h30, donc un retard de 36 minutes, et selon la SNCF... Alors, désolé la SNCF. Bon, malheureusement, c'est un peu le cas aussi dans nos logiciels, il faut le dire, hein, quand on nous demande de faire de l'estimation. Et je vous jure que ce truc-là, je n'ai pas demandé à la SNCF de me mettre en retard de 40 minutes, mais c'est ce qui est vraiment arrivé. Donc, je me présente, Julien Topsu, je suis lead dev à la Société Générale, et j'ai la chance de pouvoir faire du no-estimate maintenant depuis 3 ans. Et aujourd'hui, on va répondre à une problématique qui est de comment évaluer autrement nos dates de livraison lorsqu'on arrête de faire des estimations. Parce que j'imagine que bien qu'on soit agile, on vous demande toujours une date et un scope. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut d'abord travailler sur sa prédictibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous êtes en Kanban, qui est en Kanban? Ah, il y a peu de gens en Kanban, ok. Alors, sachez que vous êtes capable de générer ce genre de graphe dans Jira, pour ceux qui utilisent Jira. Mais c'est totalement faisable sur Scrum. Ici, on modélise quelque chose de très important qui s'appelle le cycle time. Qu'est-ce que c'est? C'est la durée entre le moment où le développeur prend une tâche et le moment où la tâche part en prod, enfin est en production plutôt. D'accord? Donc là, je parle du cycle time et pas du lead time. Hein. Donc ici, grâce à des outils comme Jira, on génère ce genre de control flowchart qui nous permet de voir l'évolution du cycle time sur nos tâches, sur une période ici qui est de 3 mois, avec 77 tâches en haut là. Et est représentée en rouge la moyenne de notre cycle time. Donc on peut voir qu'elle est de 3 jours et 17 heures. D'accord? Et le but pour être prédictif donc en agile, c'est de se dire, c'est comme un peu une course à pied, enfin, ouais, c'est ça. Si on veut faire un 10 km en 1 heure, il faut courir à une vitesse moyenne de 10 km/h. Vous pouvez faire un peu plus, un peu moins. Tant qu'au global, vous êtes à 10 km/h. Donc si vous êtes capable de maintenir cette valeur moyenne de cycle time, d'accord, pour les prochaines tâches, vous allez pouvoir vous dire, tiens, je serai capable de les faire en un temps qui est en moyenne celui-ci. D'accord? Mais ce n'est pas suffisant parce qu'on sait qu'on va avoir tendance à faire un peu plus, un peu moins. Du coup, on a 2 autres grandeurs ici qui sont très importantes. C'est notamment la courbe bleue, qui est la dérivée de la moyenne, donc la rolling average. Ici, elle est calculée sur 15 tâches. Et cette courbe bleue, en fait, quand elle descend, votre moyenne a tendance à chuter. Quand elle augmente, votre moyenne augmente. Et ce qu'il faut faire, c'est essayer, et je dis bien essayer parce que vous n'y arriverez pas, de faire en sorte que cette ligne soit la plus plate possible. Parce que ça veut dire que votre moyenne n'évolue pas. Moins votre moyenne évolue, plus vous êtes prédictif. D'accord? Donc le but, c'est de se réunir en rétrospective, regarder ce graphe et se dire, là, on a tendance à aller moins vite, tendance à aller plus vite, qu'est-ce qui se passe? Okay? Et une autre composante qui est très importante, c'est l'écart type. Ici, l'écart type est représenté par la zone bleue. D'accord? Et ce qu'on peut voir ici à la fin du graphe, c'est que bien qu'on ait, en arrondissant, un cycle time moyen de 4 jours, on a tendance à faire des tâches entre 0 et 8 jours. Mais on ne peut pas être prédictif quand on fait ça. Pourquoi? Si vous dites, OK, la prochaine tâche, elle prendra 4 jours, mais en final, soit elle est immédiate, soit elle prend 8 jours, il n'y a aucune prédictibilité. Enfin, on ne peut pas être prédictif. Il vaut mieux en fait réduire au maximum cet écart type, c'est-à-dire faire entre 3 et 5 jours autour d'une moyenne de 4 pour pouvoir être le plus prédictif possible. Mais ce n'est pas évident à faire.
Et nous, pour régler ce problème d'écart type, eh bien, on a décidé de faire quelque chose d'assez radical, qui est de se dire qu'il y a seulement 2 tailles pour les tâches. D'accord ? Celles qui sont trop grosses qu'il va falloir splitter, jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une tâche qu'on est capable de faire dans notre cycle time, en termes d'équipe. D'accord ? Donc, développement, code review, mise en prod. Et on était en continuous delivery. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on mergeait, ça partait en prod, hein, avec des tests automatisés qu'il fallait, etc. Pourquoi on a fait ça ? Eh bien, c'était pour s'assurer que toutes nos tâches soient calibrées de telle manière à ce qu'on puisse au maximum respecter notre moyenne. Donc, c'est-à-dire qu'on arrêtait d'avoir, on va dire, des unités, une atomicité plutôt technique ou fonctionnelle au niveau des tâches, mais on les calibrait en termes de durée. Et c'est plus facile de se dire, je suis capable de faire une tâche en 2 jours, parce que le but, là, c'était de se dire, bah, ce que je commence aujourd'hui, je suis capable de le finir demain, plutôt de se dire, bah, tiens, le truc finira dans 2 semaines. Mais attention, je parle ici de tâches, pas d'user story. Hein. On va décomposer les user stories en tâches, qui sont ici toutes calibrées quasiment à la même taille. D'accord ? Ensuite, on peut avoir une approche assez naïve pour être prédictif. On se dit, bah, on va mesurer ce qu'on appelle le débit, c'est-à-dire qu'on va regarder le nombre de tâches qu'on met en prod par semaine. Imaginons qu'on a, sur le dernier sprint, une moyenne de 6 tâches par semaine. On a une backlog de 12, on va se dire, bah, je vais livrer ma backlog en 2 semaines. Sauf qu'on sait qu'on va avoir tendance encore à faire un peu plus, voire beaucoup plus, un peu moins, voire beaucoup moins. Et on s'est dit, mais comment on peut modéliser cet aléa ? Eh bien, on utilise une méthode qui est dite de Monte Carlo avec Bootstrap, qui va se servir de notre historique passé en termes d'évolution du cycle time pour forecaster des dates de release. Et je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, on utilise une spreadsheet qui est en fait un fork d'une spreadsheet qui a été faite par... Ouh, c'est très disco là. Bon, déjà, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose là-dessus, mais j'espère que ça ne va pas vous faire mal aux yeux. Mais grosso, ça, c'est une spreadsheet qui a été développée par quelqu'un qui s'appelle Adrien Fitolani, qui a fait un talk disponible sur InfoQ sur comment utiliser Monte Carlo pour forecaster des dates de release. Je vous donne le lien de la spreadsheet originale à la fin du talk. Et est-ce que c'est assez grand ? Est-ce que vous arrivez à lire les chiffres ? Au fond, je vais augmenter un petit peu. Donc, on a plusieurs zones ici. C'est mieux ? Plus ? C'est bon ? Donc ici, on va mettre toute notre historique en termes de débit. Donc premier sprint, sur une période de 10 jours, on a fait 4 tâches. D'accord ? Donc on met un minimum de 5 sprints. Et en dessous, ici, l'outil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer les moyennes pour chacun des sprints. Donc ici, on a une moyenne de 2,5 jours pour les tâches qui ont été effectuées dans le premier sprint. Et si on était capable d'aller dans le passé et de se dire, bah, nos tâches, elles vont prendre, enfin, une de ces tâches du sprint, elle va prendre 2,5 jours, et ben, c'était une estimation réaliste de ce qu'allait être vraiment la durée d'une tâche pendant ce sprint-là. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va calculer la moyenne des moyennes sur ces 5 sprints. Elle est de 1,75 jours, que vous pouvez voir ici. D'accord ? Encore une fois, si on était capable de revenir au tout début des 5 sprints et de se dire, bah, 1,75 jours, c'est une durée moyenne réaliste pour la durée effective des tâches qu'il va y avoir à faire dans les 5 sprints. Et d'ailleurs, si vous calculez le nombre de tâches qui est égal à 34, vous multipliez par cette moyenne des moyennes, on arrive à une estimation de 59,5 jours sur les 50 jours. Donc ça veut dire qu'on a un petit peu plus de 20% de marge d'erreur. Okay ? Ce qui n'est pas trop mal. Donc si on était capable dès le départ de se dire, bah tiens, on va dire que nos tâches elles vont être faites en 1,75 jours, bon, on a arrêté le pifométrique et vous voyez qu'on tombait à 10 jours près sur une période de 50 jours. Mais ce n'est pas précis. Et puis, encore une fois, ça va très mal modéliser les aléas, les évolutions de cycle time. Donc, comment on va faire ça ? Eh bien, la méthode de Monte Carlo avec Bootstrap va générer 1000 scénarios d'évolution donc de lead time qui sont jugés pertinents vis-à-vis de votre historique. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va piocher de manière aléatoire 5 valeurs dans les moyennes et générer un premier scénario. Ça donne ça. Donc là, on a un premier scénario où la première tâche a pris 2,5 jours, la deuxième, etc., etc. Vous voyez que tout a été pris ici, là, 1,67 et tout. La première moyenne des moyennes est de 2 jours. Deuxième tirage, là, on est à 1,67 jours. Donc vous voyez on génère en fait de l'écart type autour de notre moyenne des moyennes qui est de 1,75. On génère donc 1000 scénarios comme ça, et on va appliquer notre backlog dessus.
Donc, imaginons qu'on a une backlog de 40 items. On veut savoir en combien de temps on est capable de faire cette backlog. On exécute les 1000 scénarios. Et vous voyez que là, par exemple, pour le premier scénario, l'outil estime qu'avec une moyenne de 1,83 jours, le premier scénario a une complétion en 7,33 sprints. Ce qu'on fait derrière ça, c'est un beau graphe comme ça. Donc c'est de modéliser la distribution de tous nos scénarios. Et vous voyez que 1% des scénarios, ici en cumulatif, terminent dans les 4 premiers sprints. Donc il est jugé peu probable, compte tenu de votre historique et de la simulation de votre aléa, que vous soyez capable de finir vos 40 tâches en 4 sprints. Par contre, si on vient du côté là, de 9 sprints, on a 98% des scénarios en cumulé qui se terminent en 9 sprints. Donc là, on vient d'introduire une nouvelle grandeur qu'on n'avait pas d'habitude quand on faisait nos estimations un peu pifométriques, qui est l'intervalle de confiance. D'accord ? Donc 98%, c'est un intervalle de confiance sur est-ce qu'on est capable de terminer dans l'intervalle de temps des 9 sprints notre backlog. Ça va, vous suivez ? Parce que des fois, c'est un peu mathématique, mais... Alors, chose importante à savoir là-dessus, c'est qu'avant de pouvoir faire ça, il faut stabiliser son cycle time. C'est-à-dire que si votre cycle time ressemble à ça, en moyenne, l'outil ne vous servira à rien. Si d'un jour, vous passez de 2 tâches par semaine, le lendemain à 25, vous redescendez à 5, puis après vous montez à 40, en fait, le range est trop grand, en fait, les écartifs sont trop grands pour que ça vous aide à quoi que ce soit. Et ça, c'est très difficile. Là, malheureusement, dans le temps imparti, je ne vais pas pouvoir vous donner plus d'informations sur comment faire ça. Mais sachez que si vous utilisez Jira, vous pouvez commencer à regarder ce qui s'appelle le cumulative flow, qui va vous donner notamment tous les bottlenecks en termes de colonnes. Par exemple, vous passez trop de temps en code review, trop de temps là, etc., pour fluidifier votre flux de production. Quand je dis flux de production, je parle de la production humaine, hein, pas la prod à maintenir. Donc, peut-être que vous allez me poser comme question, mais est-ce qu'il faut tout découper en tâches dès le départ ? Oui et non. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est mieux de commencer à découper en tâches quelque chose qu'on doit faire, parce que ça va nous permettre d'apprécier mieux la complexité de la feature. Cependant, on est en agile. On ne va pas faire une phase d'analyse, une phase de dev, etc., etc. Et on sait très bien qu'on n'arrivera pas à tout catcher dès le départ. Et il se peut qu'aussi, il y ait des gens qui viennent vous voir et qui vous disent « Tiens, j'ai 5 épiques là, j'aimerais savoir si elles tiennent dans les 3 mois. Donc, estime-moi chacune des épiques. » Donc là, on a une superbe réunion qui s'appelle... c'est le sprint planning plutôt. Le poker planning, c'est plus la méthodologie. Et sincèrement, qui fait des sprint planning ici ? Qui s'ennuie en sprint planning ? Bon, bref. Donc, en sprint planning, on vous demande ça. Et d'ailleurs, le no-estimate vous dit plutôt prioriser par la valeur plutôt que par le coût, mais ça va être très compliqué de vous en parler plus en 15 minutes. Mais ce qui est très important là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est continuer à faire du t-shirt sizing sur les épiques et ensuite regarder l'historique de toutes vos épiques de même taille, regardez le nombre de tâches qu'elles ont nécessité pour être faites et construisez comme ça une simulation en termes de taille de votre backlog. Vous pouvez l'injecter ensuite dans l'outil et voir si vous êtes capable de faire ça dans une période donnée. Ça reste quand même une estimation d'estimation, mais au moins vous passez à côté du truc où vous perdez du temps et c'est totalement pifométrique. Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est à quel point c'est précis. Moi, je vous répondrai que ce n'est pas du tout la question. C'est un outil qui n'est pas là pour dire ce sera réalisé à telle date, telle heure, telle minute. Pas du tout. D'accord ? C'est une aide à la décision. Du moment que vous n'êtes pas passé au mode où je priorise par la valeur et qu'on vous continue à vous dire je veux le scope et la date, vous pouvez utiliser ça. D'accord ? Mais sachez que ce genre d'outil sera incapable de modéliser les aléas du type turnover. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui sont malades. On nous demande d'attaquer des nouvelles features et malheureusement, le product owner, il comprend mal le besoin. Et puis, nous, on commence à faire du machine learning, je ne sais pas, quelque chose comme ça, et on ne connaît pas, on a un gros ramp-up. Là, vous allez avoir des phases complètement instables, et du coup, ça va être impossible de prédire quoi que ce soit. Il faut vraiment stabiliser, c'est un peu la contrepartie du truc. D'accord ? Et ça, c'est très important.
Mais ce que je peux vous dire sur des phases très stables, parce que nous, on utilise ça depuis 2 ans, enfin dans une précédente boîte, j'utilise ça depuis 2 ans, et ce qu'on pouvait voir, c'est que sur des périodes de 3 mois, l'outil pouvait se tromper de 2 semaines à 1 mois, d'accord, mais en ayant une équipe hyper carrée. 4 turnover, là, on a eu le cas juste après. Plus rien à dire vis-à-vis de l'outil, c'était trop problématique. Et je vais juste finir sur un truc, parce que là, on arrive à la fin. Ce qui est très compliqué dans cette méthode, c'est de maintenir la calibration en cours de route. C'est-à-dire que lorsque vous commencez une tâche, si vous n'êtes pas capable de la développer en 2 jours, alors que vous êtes censé la développer en 2 jours, il faut splitter, réaliser ce qui est déjà fait et créer de nouvelles tâches. Ça, c'est très difficile à faire. Surtout si vous ne faites pas de TDD, parce qu'une fois que vous avez écrit votre code de prod, on vous dit release, vous faites quoi? Il n'y a pas de test. D'accord? Donc ce sera tout pour ce talk. Vous pouvez retrouver plus d'informations, notamment sur le blog d'Adrian Fitolani, avec la page et avec un petit peu plus de détails mathématiques si ça vous intéresse. Je vous remercie. Avez-vous des questions ? C'est bon? Oui, du coup, apparemment, il faut quand même un passif sur l'application pour pouvoir le mettre en place, vu qu'on se base sur le passé. C'est à partir de combien de sprints, on va dire que alors, dans l'outil d'Adrian Fitolani, il faut au moins 5 sprints. Sachez que même si vous utilisez Jira, en fait, tout est déjà calculé, même si vous ne faites pas de Kanban. Vous allez perdre votre historique si vous créez des nouveaux états en fait, de story. Par exemple, vous rajoutez une colonne, etc. Là, ça va être très difficile. Mais peut-être que vous avez même déjà les informations. D'accord ? Pas d'autres questions ? Je vous remercie.